Moi, j'ai un copain qui est peintre et en fait, qui a réalisé une toile dans laquelle il a caché ses 12 mots. Oh, j'adore. Non, moi, j'ai un copain qui est peintre et en fait, qui a réalisé une toile dans laquelle il a caché ses 12 mots. Oh, j'adore. Non, mais ouais, en fait, il y a tellement de façons pour être un musicien, créer une musique dans laquelle vous cachez vos 12 mots. Enfin, il y a tellement de façons de le faire. Et ça devient fun, tu vois, ce côté plaisir, ce côté fun que tu embrasses, ça permet aussi d'enlever cette peur, cette anxiété, parce que c'est fun, on a la responsabilité, en utilisant notre créativité, ce qu'on sait faire, de trouver des manières de masquer cela. Donc, voilà. Ça pourrait même presque devenir des espèces de concours où Ben vous oui! trouvez les 12 mots. Après, ben, évidemment, ça vous appartient. Ça, ce serait énorme. Ce serait juste énorme. Au lieu d'avoir des... Mais tu sais, je crois que ça a existé. Je me souviens plus exactement. Il me semble qu'il y a eu un gros concours organisé de manière mondiale où il fallait, mais c'est dans plusieurs capitales. C'était un street artist qui avait mis des trucs, des insights enfin, vraiment, c'était un puzzle. Plein de mathématiciens s'y sont mis, et je crois que c'est au bout de quelques années qu'il y en a un qui a réussi à résoudre et qui a récupéré justement le gain qu'il y avait dans ce portefeuille numérique. Ah ouais, non, des années quand même, c'est long. Ouais, ouais, ça, t'as vu? T'as dit année, mathématicien de renom, ça commence à devenir long, exactement. Doctorant en maths, sinon tu n'y arrives pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, écoute, on est presque à 1 heure. Franchement, c'est vraiment passionnant. J'avais encore quelques questions pour toi, donc je vais essayer quand même d'aller. Ouais, vas-y. Donc, j'ai vu un article rapidement qui disait que Bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars, voire 300 000 dollars Mhm, d'ici mhm, d'ici une année. Alors, un, d'abord, mhm, qu'est-ce que tu en penses? Et après, deux, est-ce que c'est pas aussi finalement une espèce de bulle et aussi le signe mhm, que le dollar est en mhm. train de perdre son hégémonie? Ouais. Ben écoute, moi ce que j'en pense, je pense que oui. Enfin, si je n'y croyais pas, je ne serais pas entrée dans cet écosystème. Si je n'y croyais pas, j'aurais pas mis ma vie sans dessus dessous et laissé mon super job d'exécutive, genre t'es une des rares femmes black en France au comité exécutif des plus grosses compagnies, tu es hyper visible et du jour au lendemain tu te dis ben fuck, je rentre en Afrique, on te dit what? T'es normal? T'as un problème? Tu vas en enfer alors que t'es au paradis? Je dis ben non, je rentre dans mon paradis sur terre. Les gens se disent que tu as pété un câble, que c'est un burn-out. On m'a dit c'est un burn-out. Tu veux pas? On va t'offrir quelques séances de psy, de coaching. Je dis Carrément. bah c'est donc bon voilà. Donc vraiment c'est ma conviction. Souvent je dis j'ai acheté mon premier Bitcoin, il valait 500 dollars. C'était dans 2016 à peu près. Et quand je l'ai acheté en 2016, je me suis dit, je ne le revends pas avant qu'il vaille 1 million de dollars. C'est la conviction profonde que j'ai que ça va arriver. Je ne sais Ouais. pas quand, mais ça va arriver. Voilà. Par rapport à l'hégémonie du dollar, ben oui, oui, effectivement. Mais on commence petit à petit. On commence d'autant plus cette année quand on a vu de grosses entreprises comme MicroStrategy, comme Tesla, diversifier leur trésorerie en dollars en achetant énormément de Bitcoin, en disant finalement, on se rend compte qu'avec cette planche à billets qui s'est accélérée depuis le Covid dans toutes les banques centrales. En Ouais. vérité, c'est de l'inflation qui est créée. En vérité, ils nous piquent la valeur de notre argent parce qu'on nous dit tout le temps que quand il y en a plus, ça vaut moins. Pourquoi ce ne serait pas le cas des monnaies? Donc, du coup, ben, ils préfèrent investir une partie de leur cash en Bitcoin. Mhm. Donc, ça s'accélère. Je pense que le coup de massue viendra quand on aura une banque centrale au monde qui dira, parce qu'il faut savoir que la plupart des banques centrales, que ce soit les banques centrales européennes, que ce soit anglaises, japonaises, dans leurs réserves, en fait, elles gardent de l'or. L'or représentait finalement le truc stable au fil des années, au fil des décennies, au fil des siècles, et elles gardent aussi du dollar. Souvent, le dollar peut représenter, je ne sais pas, 30-40% des réserves qu'elles gardent. En plus, c'est la monnaie d'échange courante. Donc, demain, il suffit qu'il y en ait une banque centrale qui dit, ah ben, finalement, je vais aussi remplacer une partie de mon dollar, une partie
de mon or en Bitcoin. Et tu le vois très bien, ça veut dire que le Bitcoin peut à la fois remplacer l'or, parce que c'est comme de l'or numérique, et le dollar. Et c'est là où je dis, le monde de demain, c'est ce Bitcoin, ces cryptos qui sous-tendent tout ce qui est valeur, tout ce qui est actif. Ce n'est pas un actif comme un autre, c'est l'actif qui remplace tout, qui mange tout. Et c'est pour ça que ma conviction qu'on va arriver à un Bitcoin, $1 million, ben elle prend racine là, en fait. Après, je suis pas Dieu. Je vous ai dit, le Père Noël n'existe pas. Ça peut aller à zéro. Mais je suis informaticien, je suis statisticienne. Et j'avais fait un calcul quand le Bitcoin valait $20 000 en me disant, ben, en fait, même si j'ai une probabilité de 2% que le Bitcoin arrive à 1 million et 98% que ça arrive à zéro, c'est toujours bien d'investir. Et c'était quand le prix était, voilà, c'est toujours rentable parce que l'espérance de gain reste positive. Vous les mathématiciens ou ceux qui me comprennent, faites le calcul. Vraiment, c'est dit, avec 98% de chances que ça aille à zéro, ça valait toujours le coup. Et évidemment, je n'ai investi que ce que je peux perdre. Hein. Je ne vous dis surtout pas, allez vider vos comptes en banque, vendez vos terrains, prenez des tontines, machin, pour aller investir. Je dis, vous avez peut-être de l'argent, vous voulez peut-être arrêter de fumer, vous voulez peut-être faire un régime, arrêter d'acheter plein de sucreries, mais tout cet argent que vous économisez, peut-être 100 €, 200 €, 30 000 francs, 40 000 francs tous les mois, mais mettez-les dans un actif qui peut potentiellement prendre la valeur. Et au pire, si ça va à zéro, mais vous aurez au moins enlevé un comportement à risque. Exactement. C'est bon pour la santé en plus. C'est ça, t'as vu le motive. Arrêtez de boire les bières et aller investir. Et en fait, tu sais quoi? Tu sais, Vanessa, l'idée m'est venue d'une cliente, en fait, à qui j'expliquais et elle a eu son aha moment. Elle s'est dit, ah, mais oui, en fait, chaque mois, j'ai estimé que entre les biscuits, les chocolats, et le Cameroun, les chips, je dépense à peu près 10 000 francs CFA. Ça veut dire que ces 10 000 francs CFA, je peux investir. Tout à fait. Elle dit, ah ben oui. Je dis, ah ben ouais. On a trouvé une autre façon de concevoir l'investissement. Exactement. Donc, on arrête les bières et le vin et on va investir sur… Tout à fait. Tous ceux qui partent en boîte là et achètent le ruinard à je ne sais pas combien, achetez un verre et mettez le reste dans le Bitcoin. Ok, ma dernière question. Je voulais revenir sur l'aspect développement, développeur, coding, la programmation, etc. Est-ce que tu programmes toi-même? Ou est-ce que sont tes développeurs? Est-ce que tu formes tes développeurs? Comment ça se passe? Parce que je sais que du coup, tu es retourné au Cameroun pour pouvoir faire cette… Bien sûr. Franchement, c'est hyper admirable. D'ailleurs, je pourrais aussi te poser la question sur comment tu gères les coupures d'électricité, mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Comme on a ce problème notamment de formation, de trouver des bons développeurs, comment est-ce que tu as trouvé ce problème-là? Écoute, déjà, je pense aussi que c'est parce que je suis de base développeur, en fait. J'ai moins ce problème, ça ne me perturbait pas tant que ça parce que je sais que j'ai la chance d'avoir de savoir-faire et de pouvoir justement inspirer des développeurs dans le fait de vouloir aussi bosser avec moi parce qu'ils savent qu'il y aura un échange intéressant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non, aujourd'hui, j'ai plus le temps de programmer, mais évidemment, quand je regarde un code, je sais ce que je lis, je sais comment le challenger, je sais où j'aide en fait mes équipes, c'est la partie algorithmique. C'est-à-dire que pour moi, en fait, avant d'écrire la première ligne de code, tu dois savoir l'histoire que tu racontes, tu dois savoir les péripéties que peuvent avoir l'histoire, tu dois comprendre, mais telle erreur peut survenir, comment je la gère, voilà. Tout ça, en fait, c'est là où je peux aller dans la conception du produit, la conception de l'algorithmie. Par rapport aux développeurs, en fait, très tôt, je ne me suis pas forcément limitée au Cameroun. Mes équipes aujourd'hui sont entre le Ghana et le Cameroun. Et demain, voilà, les talents, je les prends où je les trouve. Mais mon ambition, notamment, je suis aussi présidente de la fondation Tezos Afrique, c'est de pouvoir créer des centres d'excellence blockchain un peu partout sur le continent
et de pouvoir justement former de plus en plus de jeunes qui pourront être exposés à des équipes internationales et pouvoir revenir en local et développer les propres solutions. Parce que je pense que la technologie, elle ne prend de l'ampleur, elle ne prend de l'échelle que quand elle rencontre des problèmes pertinents à résoudre. Et nos développeurs en local, il y a tellement de problèmes à résoudre autour de nous que s'ils avaient l'outil et de manière vraiment excellente, l'outil pour les résoudre, ils y arriveraient facilement. Donc, et la dernière chose, c'est que j'ai été manager où j'ai toujours eu à monter les équipes from scratch. Donc ça me fait moins peur. Et aussi prendre des juniors et les former et les faire grandir, ça me fait aussi moins peur. Et j'ai la chance d'être dans un réseau où j'ai accès à des top cadors en blockchain en Israël, aux États-Unis, en France. Donc, il y a toujours quelqu'un pour nous aider à débloquer des situations. C'est vraiment la chance aussi unique qu'on a au sein d'Ijara, c'est que au-delà de notre équipe qui est en Afrique et basée de par le monde, on a aussi des conseillers qui sont des personnes vraiment très, très éminentes et qui sont un peu partout et qui ont des qualités exceptionnelles pour nous accompagner plus vite à chaque fois qu'on a des challenges. Waouh, non, c'est super. Un peu, limite, la vision, ce serait de faire de l'Afrique au niveau de la blockchain, et par exemple l'Inde au niveau des call centers. Ah, mais oui, mais tout à fait. Ah, non, mais vraiment, tu as tout compris. Aujourd'hui, on est le continent le plus jeune. 12 millions de jeunes sont entre chaque année sur le marché du travail. On ne peut fournir de l'emploi qu'à 1 ou 2 millions maximum. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? En fait, moi, je dis aujourd'hui, mon ambition, c'est de pouvoir aller dans les lycées, dans les écoles primaires, de dire aux jeunes, arrêtez de nous bassiner avec vos études. Il y en a combien d'études en comptable? En plus, la blockchain va remplacer la comptabilité puisqu'on le fera en temps réel. N'allez plus faire les sociologies, les philosophies, les marketing, les trucs et tout. Faites du coding. Le coding va devenir comme nous, il y a 20 ans, on nous disait, il faut parler anglais, il faut être bilingue. Être bilingue demain, c'est savoir coder. Une fois que tu sais coder, ben on va te rajouter le vernis blockchain parce qu'avec ça, tu seras très demandé. Imaginez subitement, on a une génération d'Africains qui peuvent bosser de chez eux et gagner des salaires entre $1 000 et $5 000 par mois en étant chez eux. Eux, quand ils reçoivent leur salaire, ils investissent où? En local. Ils investissent où? En local. Ça enrichit nos pays. Ça ramène des devises dans nos pays. Donc, vraiment, et c'est pour ça que très souvent, et j'espère avoir ces discussions et ces débats constructifs avec les régulateurs, avec des gens qui gèrent les finances dans le continent pour leur dire, ne regardez pas très souvent ce qui est au bout de votre nez en disant, oui, les gens achètent du Bitcoin, ça part, l'argent ça. Mais non, ils achètent du Bitcoin. Si la valeur s'apprécie, et qui revendent, mais l'argent rentre et ça rentre encore plus. S'ils achètent du Bitcoin et que même l'argent qui est sorti, c'est 100 000 francs et que demain le Bitcoin a été multiplié par 10 et qu'il rentre 1 million de francs, mais l'argent est rentré. Enfin, projetons-nous, en fait, apprenons à rêver parce que je pense qu'aujourd'hui, nous, Africains, on ne rêve plus, on a perdu espoir, on se sent dépossédé de tout contrôle. Et cette monnaie-là, comme moi, je me suis sentie en 94, parce que j'ai senti mes parents comme ça. Et en fait, avec cette monnaie-là, il y a un pouvoir extrême. Et je vais te dire, peut-être pour conclure, moi, en fait, le plus grand pouvoir, c'est quand je traverse des frontières et qu'on me dit, mais madame, vous n'avez pas plus de $10 000, plus de 10 000 € sur vous parce que c'est interdit, machin. Je lui dis, bah non, j'ai 0. Je traverse plus jamais une frontière avec énormément de cas. J'ai 0. Mais pourquoi? Tout est en Bitcoin. Donc, est-ce que j'ai besoin de me trimballer avec du cash, de machin, truc et tout? Et là, je ressens un contrôle extrême, je ressens un pouvoir, je me dis, mais fuck quoi, cet argent, je l'ai gagné la sueur de mon front, j'ai payé des impôts. D'où tu me poses la question si j'ai $10 000, 10 000 €? Pourquoi? C'est quoi ces politiques à la mort moelleux? Je ne critique pas, mais je dis juste que moi, en tant que citoyen, à qui peut-être on n'a pas bien expliqué à quoi ça servait, je sens ça comme une intrusion dans ma propriété privée. Je l'ai mérité, je l'ai gagné, j'ai payé des taxes dessus. Donc, pourquoi on doit me contrôler comme ça? Eh bien, aujourd'hui, j'ai repris le contrôle. Je me promène avec un portefeuille, il y a du Bitcoin. C'est même pas dans le portefeuille, c'est sur la blockchain, sur Internet. Donc, pour pouvoir couper ça, il faut couper Internet. Si on coupe Internet, je pense qu'on a d'autres problèmes à résoudre que les Bitcoins. Parce que tout est aujourd'hui. Donc, au moins là, c'est safe. Donc, du coup, oui. Donc, tu vois ça, en fait, comme finalement un moyen pour les Africains de reprendre le contrôle.
qu'ils Ah ont. ben bien sûr, ah ben bien sûr, bien sûr. Souvent, tu sais, on m'a posé la question au webinaire récent de dire oui, mais la perte de souveraineté, voilà vraiment. Je dis oui, je suis d'accord. Théoriquement, chaque pays a des intérêts particuliers et doit pouvoir protéger sa souveraineté. Mais vraiment, quand on est un pays de 5 millions d'habitants, quand on est un pays avec un PIB qui ne représente même pas le PIB de la Californie, qui est juste un État aux États-Unis. Ouais. Souveraineté, ça veut dire quoi? Enfin, je suis désolée. Quand on a le franc CFA comme monnaie, quand on a le franc CFA comme monnaie, on a quelle souveraineté? Enfin, pardon, arrêtons quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souveraineté qui existe. On est en théorie. Moi, je dis, en pratique, le monde est devenu global. On doit participer pleinement à ce monde sur nos propres termes et reprendre la souveraineté, c'est de pouvoir construire une Afrique plus riche. On sera respecté quand on sera beaucoup plus riche. Tous les Noirs, et d'ailleurs, j'ai eu cette discussion avec beaucoup de copains noirs américains, et je leur disais, les mouvements Black Lives Matter et consorts, mais j'y adhère totalement. Et je pense que là où la réalisation que je vois que ces mouvements prennent, c'est qu'ils ne seront jamais respectés nulle part tant que l'Afrique aussi sera derrière. Parce que le jour où l'Afrique peut être forte, le jour où l'Afrique est respectée, le jour où elle est respectable, le jour où elle est fière d'elle, quand les autres percevront des Noirs, mais forcément le regard aura changé. Regardez en 30 ans le regard sur les Chinois et les Asiatiques, mais regardez ce qui s'est passé. Avant, on disait, oh, les chinoiseries, oh, les machins, oh, c'est pas ceci, machin. Mais aujourd'hui, en France, et dans Paris, quand dans les magasins, il faut passer un Chinois, mais c'est le ataloukou, c'est le tapis rouge, c'est ouh, symbole cache, cache, cache. Voilà, donc il y a ce respect-là qui s'est créé. Et d'ailleurs, moi, en tant que même femme noire, je l'ai vécu un peu quand je suis en vacances au Portugal. C'est vrai que le Portugal, pendant la crise de 2008, le Portugal a failli être en faillite. Et qu'est-ce qui a sauvé le Portugal? C'est les Angolais. Les Angolais, avec l'argent du pétrole, ont énormément investi. Ce qui fait qu'en fait, quand tu arrives au Portugal et que tu es noir, comme ils pensent que tu es angolais, en plus j'étais dans un bel hôtel et tout, mais on me traitait avec des égards pas possibles. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est la première fois dans un pays européen où je me sens, mais vraiment, princesse, quoi. Très respectueux, très machin. Et quelqu'un m'a expliqué, non, parce qu'on pense que tu es angolaise. Donc, tu as de l'argent. C'est pour ça. Je dis, waouh. Donc, en fait, ça, c'était pour ça, en fait. En fait, tous ces trucs de racisme et tout, machin, ça aussi, en fait, du mépris qu'on a par rapport aux pauvres, par rapport à celui qui n'a pas, par rapport à celui qui ne peut pas se défendre, par rapport à celui qui est par terre, qu'on peut écraser. Mais dès qu'il y a cette perception que cette personne pourrait avoir, que cette personne reprend le contrôle, que cette personne ça change un tout petit peu. Après, évidemment, il y a des racistes débiles, mentaux, qui changeront jamais, mais c'est une frange très fine, en fait. Mais la frange globale de ce racisme un peu insidieux, inconscient et tout, ça, on va le résoudre, et c'est celle-là qui nous impacte le plus, on va le résoudre par une Afrique qui reprend le contrôle, qui se développe, qui s'industrialise, voilà. Écoute Nelly, franchement, je pourrais discuter des heures. C'est super intéressant. J'adore ton point de vue, j'adore ce que tu fais. Alors, Ejara, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce qu'on télécharge? Ben, écoute, comme toutes les applications qui existent, si vous avez un iPhone sur l'App Store, vous tapez Ijara. Si vous avez Android sur Google Store et sur Play Store, et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous vous inscrivez et très vite, vous avez accès à notre support. Il y a un mail pour le support client. Ouais, youpi! Il y avait pour le support client, on a des groupes Telegram, on a des groupes WhatsApp aussi pour accompagner les clients dans lesquels on communique régulièrement sur l'industrie, plein de trucs éducationnels. Les gens posent des questions sans peur, sans honte. Souvent, ils disent « Ah, ben, je suis débutant, je pourrais poser la question. » Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'avec le temps, ce n'est même plus moi ou mes collaborateurs qui répondent, c'est d'autres clients qui sont depuis un bout de temps qui répondent aux autres. Et je me dis, ben, c'est ça en fait, c'est ce cercle vertueux qu'on essaie de créer, que finalement des personnes qui étaient débutantes deviennent des sachants et puissent accompagner les nouveaux débutants. Et du coup, en plus, ils ne sont pas jugés partis parce que moi, je vais répondre, on peut se dire, bah, attends, elle vend sa marchandise, elle dire, alors que quand d'autres clients répondent, bah, attends, ils n'ont rien comme compensation, hein. C'est des libres, ils ont leur libre arbitre. Donc, écoute, merci beaucoup Nelly. C'était vraiment très informatif, très intéressant.
Donc, surtout, n'hésitez pas à télécharger Ejara sur donc iOS ou sur Google Android. Et puis, reprenez le contrôle et construisez votre business. Et puis, créez aussi des treasure maps, des cartes de crédit. Ouais, non, mais il faut qu'on y pense, Vanessa. C'est une super idée. Tu as raison, c'est une super idée. Il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense. En tout cas, moi, j'ai pris aussi énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir parce que très souvent, quand je fais ce type d'interview, on va en surface. Mais je sais pas, bon, après on se connaît aussi un peu en dehors. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on est plus allé. J'ai pris énormément de plaisir. On est allé vraiment en profondeur. On a vraiment pu toucher du bout des doigts ce en quoi je crois, ce pourquoi Ejara existe, au-delà d'être juste un business qui, évidemment, doit faire des chiffres et tout ça. Et j'adore. Et merci de m'avoir donné cette opportunité. Et j'espère que ton public saura apprécier ce moment plein. En fait, il faut dire qu'on n'a pas préparé à l'avance. Je n'avais pas les questions à l'avance. C'était très rapide, très… voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Nelly.